En programmation, il y a une seule certitude, les erreurs. Ça arrive, tout le temps. La question, ce n'est donc pas si notre code va planter, mais plutôt comment il va planter. Alors aujourd'hui, on va voir comment dompter ce chaos. Comment transformer ces erreurs, qui sont inévitables, en événements qu'on peut contrôler. L'idée, c'est de passer d'un code qui ressemble à un château de cartes à une véritable forteresse. La réponse est simple. Le code parfait, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est du code professionnel. Et la différence, elle est là. Un code pro, il ne subit pas les erreurs, il les anticipe. Il ne s'arrête pas net sans rien dire. Non, il communique, il protège les données et il continue de tourner. C'est ça toute la différence. Alors, voilà notre programme. On va d'abord comprendre pourquoi les erreurs sont un mal nécessaire. Ensuite, on apprendra à les reconnaître. Après ça, on sortira l'artillerie lourde avec le try except. On verra aussi quelques techniques de pro pour aller plus loin. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique avec des exemples concrets. Allez, on attaque la première partie. Et pour ça, il faut commencer par changer un peu notre façon de voir les choses. Une erreur, ce n'est pas un échec personnel. Pas du tout. C'est une information, et une information super précieuse. C'est un peu comme un panneau qui clignote et qui nous dit « Hey, regarde ici, c'est là que tu peux rendre ton code encore plus solide. » Le but du jeu, ce n'est donc pas d'écrire un code qui ne fait jamais d'erreur, c'est une mission impossible. Non, le but, c'est la résilience. Un bon code, il ne prétend pas être infaillible. Il sait juste comment tomber avec classe. De manière contrôlée, sans corrompre de données, et surtout en expliquant ce qui se passe. C'est vraiment ça la clé. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, passons au diagnostic. Parce que pour gérer une erreur, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Et la bonne nouvelle, c'est que Python est plutôt bavard. Il nous laisse plein d'indices pour comprendre ce qui s'est mal passé. Et voilà quelques-uns des suspects habituels. Au premier abord, ça peut ressembler à du jargon incompréhensible. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ce sont des diagnostics super précis. Une types error, ce n'est pas la même chose qu'une value error. Chaque nom d'erreur nous raconte une petite histoire. Celle de ce qui a cloché dans le code. Savoir déchiffrer ça, c'est la toute première étape pour se défendre efficacement. Regardons un cas classique. Ici, on essaye d'additionner le texte 5 avec le nombre 5. Pour Python, c'est un casse-tête. Comment on additionne du texte et un chiffre? Il ne sait pas faire. Alors paf, il nous envoie une type error. En gros, il nous dit « Désolé, mais ces deux types-là, ils ne sont pas compatibles. » Autre exemple, un peu plus subtil. Là, on demande de transformer le texte ABC en nombre. La fonction int est d'accord pour recevoir du texte, donc le type est bon. Pas de problème de ce côté-là. Mais la valeur ABC, on ne peut pas en faire un nombre. Du coup, Python lève une value error. C'est ça la nuance. Le type était bon, mais la valeur, elle, était invalide. Et Python est assez sympa pour nous le préciser. Ok, on sait reconnaître nos ennemis. Il est temps de s'équiper. Et notre meilleure arme, notre bouclier, c'est le fameux bloc try except. C'est vraiment la base de la gestion d'erreurs en Python. Le principe est d'une simplicité redoutable. En gros, on dit à Python « Écoute, essaie de faire ça. C'est un peu risqué, je sais. Si ça passe, super. Mais si jamais ça plante, surtout, ne t'arrête pas. Fais plutôt ce que je te dis dans ce plan B que j'ai préparé. » Du coup, le chemin est super simple. Il y a deux possibilités. Scénario 1. Tout se passe bien dans le bloc try. Dans ce cas, on ignore complètement le bloc except et on continue. Scénario 2. Une erreur pète dans le try. Là, Python arrête tout ce qu'il faisait et saute directement dans le bloc except. Le programme n'a pas planté, il a juste pris une bifurcation. Et voilà l'exemple parfait. On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Imaginons qu'il écrive « Salut ». La fonction int va exploser et lever une value error. Sans l'autre bouclier, c'est la fin, le programme crash. Mais là, hop, le try except attrape l'erreur au vol, affiche un message sympa et le programme peut continuer sa vie tranquillement. On a évité le crash. Le try except, c'est la base. C'est notre ceinture blanche. Mais Python a encore quelques tours dans son sac pour un contrôle encore plus fin. Allez, on passe au niveau supérieur, les techniques de maîtrise. Alors, else et finally. Le bloc else, c'est un peu la prime de réussite. Il ne s'exécute que si et seulement si le bloc try s'est terminé sans aucune erreur. C'est le code du « tout va bien ». Le bloc finally, lui, c'est le concierge. Peu importe ce qui s'est passé, succès, erreur, fin du monde, il passera toujours à la fin. C'est lui qui s'assure que les fichiers sont bien fermés ou que le ménage est fait avant de partir. C'est une garantie absolue. Jusqu'ici, on n'a fait que réagir aux erreurs de Python. Mais on peut aussi passer à l'attaque. Et ça, c'est avec le mot-clé « raise ». La question c'est, mais pourquoi on voudrait créer une erreur nous-mêmes? Eh bien, pour reprendre le contrôle, pour imposer nos propres règles du jeu, celles qui sont spécifiques à notre application. Cet exemple est parfait pour comprendre. Imaginez, on demande un âge. Si l'utilisateur entre 250, pour Python, tout va bien, c'est un nombre, ce n'est pas une type erreur. Mais pour nous, logiquement, c'est une erreur. En utilisant raise, on peut dire nous-mêmes, stop, cette valeur est inacceptable.
On crée votre propre erreur avec notre propre message. Ça rend le code bien plus intelligent. Et on peut même pousser le bouchon encore plus loin, on peut inventer nos propres types d'erreurs. On crée une classe, on lui donne un nom qui a du sens, et voilà, on peut avoir des erreurs comme erreur fonds insuffisant pour une application bancaire ou produit hors stock erreur pour un site e-commerce. Ça rend le code d'une clarté incroyable et ça permet de gérer des cas métiers très spécifiques. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais voyons maintenant comment tout ça s'applique dans la vraie vie, sur des cas concrets. Premier cas d'école, un formulaire web où on demande l'âge. Le risque, l'utilisateur peut taper n'importe quoi. Du texte, un chiffre négatif, un âge absurde. La solution, c'est une double défense. D'abord, un try except pour attraper ceux qui tapent du texte au lieu de chiffres. Ensuite, une fois qu'on a un nombre, une condition if vérifie s'il est réaliste, disons entre 0 et 120. S'il ne l'est pas, on utilise raise pour déclencher une erreur. On combine les deux pour blinder notre formulaire. Deuxième cas, un programme qui doit lire un fichier. C'est un vrai champ de mine. Le fichier peut ne pas exister, il peut être vide, ou les données dedans peuvent être n'importe quoi. Donc évidemment, on va utiliser try except pour gérer une file not found error ou une value error. Mais le vrai héros de cette histoire, c'est le finally. Parce que peu importe si ça marchait ou si ça plantait, le finally garantit une chose, que le fichier sera fermé correctement à la fin. C'est crucial pour ne pas laisser des ressources bloquées et pour garder un système stable. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Une bonne gestion des erreurs, ce n'est pas juste une option ou une fioriture. C'est ce qui fait la différence entre un script bricolé qui tient avec du scotch et une application vraiment robuste. C'est le passage du « ça marche sur ma machine » à « ça marche, point barre ». La question finalement, ce n'est plus de savoir si on doit gérer les erreurs, c'est une évidence. La vraie question, c'est comment on va le faire. Avec ces outils, le but n'est pas de créer un programme qui ne plante jamais, c'est un mythe. Le but, c'est de construire quelque chose de bien plus fort, un programme résilient. Une véritable forteresse de code prête à faire face à tout ce que le monde réel peut lui envoyer.